Dans cette vidéo, on va analyser le portefeuille du fonds d'investissement Berkshire Hathaway, qui est le fonds d'investissement, la société de Warren Buffett en partie. Donc c'est censé être un fonds d'investissement quand même de qualité, car Warren Buffett, c'est très probablement un des meilleurs investisseurs de l'histoire moderne en tout cas. Donc c'est évidemment hyper intéressant d'aller se pencher sur ce que font les meilleurs pour essayer d'apprendre, pour essayer de s'inspirer, pour analyser, etc. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite. Je vais te mettre à l'écran évidemment le portefeuille donc qui n'est pas privé, c'est public, tout le monde peut voir leur position, etc., le pourcentage qu'ils ont sur chaque entreprise, quelles entreprises, tout ça, aussi même leur prix d'entrée, les plus-values qu'ils ont fait. Et du coup, on voit directement que 40% du portefeuille est sur l'entreprise Apple. Donc déjà, c'est énorme, tu as quasiment la moitié de tout l'argent qui est sur une entreprise qui est Apple. Et après, en fait, ça fait vraiment un 20-80 loi de Pareto à l'excès, c'est-à-dire que tu as vraiment pas mal d'entreprises, tu en as plus de 50 dans le portefeuille, mais seulement les peut-être 10 premières, même pas, font déjà, je pense, au moins 80%. Donc 20% des boîtes font plus de 80% de la totalité du portefeuille. Je vais essayer de calculer ça vite fait, mais du coup, on a 40, plus 10, là déjà on a 51% environ, plus 8, on est sur 59%, plus 7, on est sur 67% environ, plus 7 encore, on doit être sur 74, plus 4, 78, et là voilà, on dépasse déjà les 80. Donc en gros, juste ces 10 boîtes, donc Apple, Bank of America, Coca-Cola, Chevron, American Express, Kraft Heinz, Occidental PT Corp, Moody's, US Bank Corp et Activision Blizzard et allez, HP. Déjà tout ça, je ne l'ai pas calculé exactement, mais ça fait environ 85% du portefeuille. Et si tu descends encore un peu, tu arrives avec un peu plus de 10 boîtes à 90%. Donc moi d'ailleurs je trouve ça un peu bizarre qu'après il y ait plein de miettes, qu'il y ait plein de boîtes qui fassent 0,15, 0,10, 0,06, 0,03. Enfin en vrai c'est un peu bizarre. Il aurait pu dégager tous les trucs qui font moins d'1%, prendre un seul ETF et ça aurait été la même chose en fait, parce que quand tu as 0,06% d'une boîte dans le portefeuille, ça c'est rien quoi. Et du coup, en fait, son portefeuille, on pourrait dire que clairement, tu peux dégager tout ce qui est en dessous de 1% et ça fait quasiment la même chose. Donc on pourrait dire qu'en fait, on a juste Apple, Bank of America, Coca-Cola, Chevron, American Express. Je vais pas redire tous les noms jusqu'à HP, allez, Davita et après. En gros, c'est un ETF, après on s'en fout, les trucs qui sont à 0,7%, ça n'est pas du tout impactant sur les performances du portefeuille. Donc ce qui va être intéressant, logiquement, c'est de se pencher sur les entreprises qui pèsent dans le portefeuille. Donc par exemple, les 5 premières, Apple, Bank of America, Coca-Cola, Chevron et American Express, où seulement ces 5 font presque 75% du portefeuille. Donc la majorité. C'est déjà au moins plus simple. Donc moi, je suis allé sur Investing en même temps et on va voir les boîtes une par une pour essayer d'analyser vite fait, de regarder un petit peu les ratios pour voir ça. Parce que c'est vrai que c'est étonnant qu'il est à ce point déjà sur Apple. On va voir ça tout de suite. Pour moi, Apple, évidemment, c'est une entreprise solide, etc. Mais elle est tellement grosse, elle est tellement massive, elle pèse tellement lourd, elle pèse plus de 2000 milliards que pour moi, même si c'est une bonne entreprise et que c'est peut-être pas demain qu'elle va se casser la gueule, être en déclin, etc., que pour moi, elle a quand même atteint la majorité de sa capacité de croissance. Après, peut-être qu'ils vont investir à aller sur d'autres secteurs et continuer toujours à grossir, mais pour moi, au bout d'un moment, tu as quasiment tout le monde dans le monde occidental qui a un iPhone ou je sais pas quoi. Ils vont pas pouvoir encore grossir de x4, x8, x20. C'est impossible. Si ça faisait x20, l'entreprise elle pèserait 40 000 milliards, ça n'a absolument aucun sens. Donc pour moi, c'est peut-être un bon investissement en mode père de famille, protection de valeur refuge ou la protection de son argent, etc. Ou pour un peu des dividendes. Mais pour moi, c'est pas l'entreprise qui va se doubler d'ici 2 ans et qui va faire des scores de fou. C'est beaucoup trop gros et c'est pour ça que moi, j'investis pas dessus. Et d'ailleurs, j'avais des actions Alphabet, donc Google, qui est un peu le même délire, qui est hyper énorme, plus de 1400 milliards. Et j'ai vendu pour les mêmes raisons. Je me suis dit, c'est trop gros, ça va pas faire assez de pourcentage dans les temps à venir.
moi, pour ma philosophie d'investissement, qui suis un jeune qui n'a pas de famille, etc., qui gagne bien sa vie, qui peut être entre guillemets risqué. Après, évidemment, un retraité de 60 ans qui veut protéger son argent avant de crever, pour ses enfants ou quoi, là, ce sera pas du tout les mêmes choix, les mêmes décisions. Du coup, on va aller dans les ratios financiers tout de suite. Hop. Et déjà, on va voir que le PER, pour moi, il est pas ouf. Hein. T'as un PER de 22, ça va, c'est normal, mais c'est pas dingue en tout cas. Enfin voilà, c'est pas une entreprise pour moi value qui vaut plus que ce qu'elle vaut actuellement. Elle est peut-être à son prix juste, mais voilà, tout court. Après, on a bon, tout ce qui est cours sur trésorerie, c'est pas dingue non plus. Cours sur valeur comptable, bon, ça c'est pas à prendre en compte puisque c'est une entreprise technologique, ça n'a aucun sens. Après, c'est sûr qu'ils ont une marge nette qui est très intéressante, 25%. Mais encore une fois, c'est souvent le cas avec la technologie. Parce qu'en gros, là, vous voyez à gauche les chiffres de Apple et à droite, c'est les chiffres en moyenne de l'industrie qui est la technologie. Et du coup, ça permet de comparer directement au secteur plutôt que de devoir à chaque fois réfléchir. Et on voit qu'en fait, c'est pas spécialement au-dessus de la moyenne du secteur, c'est légèrement plus, mais voilà. Et puis quand on voit les autres ratios, c'est une entreprise qui est quand même pas mal endettée, hein. 205% sur les capitaux propres, ça veut dire que les actifs de l'entreprise, ils vont peser X, et ben les dettes qu'elle a à rembourser, c'est plus de 2 fois ce X. Donc si aujourd'hui il devait tout rembourser, il pourrait pas du tout. Pour moi, c'est une entreprise qui est quand même très endettée, c'est pas ouf, hein, 205%. Ce serait, enfin, il y a bien mieux. Du coup, voilà, après le rendement du dividende, bon, ils en versent un petit peu, c'est pas dingue. Rentabilité des capitaux propres, c'est complètement biaisé puisque vu qu'ils ont plein de dettes, finalement les capitaux propres ils sont beaucoup plus petits et du coup ça fait comme s'il y avait une rentabilité de fou, mais voilà, du coup c'est pas hyper intéressant de le prendre en compte. Donc pour moi en gros c'est une boîte qui passe, qui est correcte, mais clairement moi je mettrais pas tout mon argent dessus. À mon avis, si Warren Buffett fait ça, c'est parce que déjà il est rentré dedans il y a longtemps, il a fait une plus-value de fou de presque 300%, c'est quand même pas dégueu du tout. Et puis lui, il est plus, je pense, avec ce portefeuille dans une optique de croître doucement, faire un peu mieux que le marché, mais pas forcément exploser. C'est un truc avec des milliards et des milliards, avec des millions de personnes, j'imagine, qui investissent dedans, etc., dans le fonds d'investissement. Il va pas prendre des risques démesurés, donc il prend des grosses entreprises solides, un peu quality, qui vont au possible le moins baisser, même si elles vont pas non plus exploser. Du coup, il prend pas trop de risques, et c'est totalement logique dans cette stratégie. Mais en gros, il faut juste voir si, est-ce que toi, tu es dans cette même philosophie d'investissement ou non. Et on en parlera à la fin de la vidéo, on va analyser 2-3 autres entreprises. Bank of America, on va voir ça. Alors c'est toujours un peu délicat les entreprises de banque financières parce que c'est pas exactement les mêmes ratios, mais bon, on va voir ça. Hop, Bank of America Corp. On va aller sur les ratios également. Déjà, on voit que c'est bizarre qu'on n'ait pas les moyennes de l'industrie, mais bon. Le PER qui est à 9, bon, ça, c'est plutôt correct. Cours sur valeur nette sur valeur comptable, donc ça, pour rappel, hein, c'est le cours de l'entreprise, donc sa valeur sur le marché par rapport à sa valeur comptable, donc c'est la valeur tangible au niveau vraiment des machines, des terrains, de l'immobilier, de tout ce qui est vraiment tangible, concret quoi. Donc là, c'est un cours qui est très correct pour le coup, hein, pour la valeur comptable, ça c'est très intéressant. Putain, on n'a pas beaucoup de ratios qui sont sur investing, là il n'y a pas grand chose. Donc bon, ça va être un peu compliqué d'analyser en gros, mais d'être sur capitaux propres c'est quand même un petit peu élevé. La rentabilité des capitaux propres c'est pas ouf du tout. Enfin 10% ça va, mais c'est pas dingue, surtout qu'ils sont quand même pas mal endettés. Donc pour moi, ouais, c'est sûrement une entreprise très solide encore une fois, mais en tout cas, je sais plus combien elle pèse, je sais plus où c'était écrit. Je vais regarder ça en 2 spi là. Elle pèse du coup, ah ouais quand même, 247 milliards, j'aurais pas pensé que c'était autant. Donc c'est vraiment, tu vois, la gigantesque banque qui a, je sais plus s'ils sont JP Morgan ou d'autres banques extrêmement énormes, qui risque pas de se casser la gueule vu la taille qu'elle fait, mais qui va pas non plus faire des énormes résultats de fou, qui va doubler dans 3 ans et tout. C'est un peu le même délire au final, et en fait j'ai l'impression que toutes les plus grosses boîtes
présentes ici sont le même délire. On va peut-être finir avec Coca-Cola, qui est aussi une boîte extrêmement installée. D'ailleurs, je l'avais dans l'historique, qui est vraiment une boîte très solide. Enfin, c'est pas demain que les gens ils vont arrêter le Coca, ils vont arrêter le Fanta, ils vont arrêter toutes ces boissons-là. Ils en boivent depuis des dizaines d'années. Ils vont sûrement, c'est une boisson sucrée, ils vont sûrement continuer dans des dizaines d'années. Je vois pas ce qui pourrait faire changer complètement l'état d'esprit de millions de personnes. Donc logiquement, ça va rester très solide. Ils sont très difficiles à concurrencer puisque ils rachètent les concurrents, etc. C'est une entreprise qui pèse, je sais même plus où c'est écrit sur Investing le prix. Bon, je vais regarder sur Google au pire, c'est pas grave. Mais voilà, ça pèse, il me semble, je crois que c'est au moins une centaine de milliards. Ouais, même plus, 235 milliards même. Ah, c'est vraiment énorme. Hein. C'est vraiment énorme pour une entreprise qui fait des sodas, c'est quand même incroyable. Et du coup, on va voir, là, les ratios, je pense qu'ils seront quand même très intéressants sur Coca-Cola. Du coup, le cours bénéfice, 24, ce qui en fait est pas ouf, hein, ce qui clairement est pas dingue. En tout cas, l'entreprise est loin d'être sous-évaluée quand on voit ça. Le cours sur flux de trésorerie qui est à 23, c'est pas ouf du tout non plus. On n'a pas le cours sur valeur nette comptable, mais voilà, ça paraît pas dingue. Après, en même temps, c'est une marque, donc c'est difficile c'est pas tangible, donc forcément ça biaise. Au niveau de la marge nette, ça, par contre, ça, je trouve ça très étonnant, parce que t'as Coca, la marge nette, donc c'est sur chaque euro gagné, combien de centimes vont vraiment dans la poche, en bénéfice net, après impôt, etc., après amortissement, tout ça dans la société. Et ça veut dire que là, pour 100 balles de gagner de chiffre d'affaires, tu as quand même 23 euros qui sont dans la poche. Pour une entreprise qui fait des boissons sucrées comme ça à l'échelle pour des milliards de personnes, je trouve que c'est très correct. C'est la puissance de la marque, ça, et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt correct. Rentabilité des capitaux propres, 42%, ça c'est énorme. C'est plutôt énorme. On va voir s'ils sont endettés. Dette sur capitaux propres, 186%, ça va. Ils sont quand même pas mal endettés, mais bon, c'est moyen, mais bon, ça pourrait être pire. À Apple, c'était encore pire. Et puis eux, ils versent forcément pas mal de dividendes à Coca-Cola. Ils versent une dividende du coup de 2,9%, ce qui est pas mal, hein, ça fait en gros 3%. C'est une entreprise solide pour laquelle tu peux avoir quand même assez confiance. Donc si tu mets 1 million dessus par exemple, tu vas peut-être pas trop stresser. Et 3% sur 1 million, ça veut dire que ça te rapporte quand même 30 000 euros tous les ans. Tous les ans, c'est quand même pas dégueulasse. Mais du coup, en gros, je pense que si on va analyser American Express, Heinz, Moody's ou autres, ce serait un peu le même délire. Donc on va pas toutes les faire, hein, la vidéo sinon on va faire 1 heure. Mais en gros, j'ai l'impression que c'est que des grosses entreprises solides, leaders de leur marché, bien installés, qui ont peu de chances de se casser la gueule, qui versent aussi parfois des dividendes plus ou moins élevés. Vraiment, tu vois, les grosses entreprises, bon père de famille, grosse capitalisation. Et en gros, évidemment, c'est une stratégie excellente dans le sens où c'est Warren Buffett qui la suit, donc c'est un peu logique. Mais ça dépend pour qui. Comme je l'ai dit, pour quelqu'un qui est en mode je veux protéger mon argent, avoir un petit peu de rendement tranquille, mais avec très peu de risques, puisque des leaders du marché, il y a peu de risques que Apple, Coca-Cola, Heinz, etc. se cassent la gueule, hein, c'est-à-dire vraiment pas demain la veille. Donc protéger son argent et avoir un rendement qui est pas fou, mais qui est quand même assez correct, c'est plutôt intéressant, voilà, pour ce type de personnes. Donc ça peut être un retraité, ça peut être un bon père de famille entre guillemets, tu vois, qui a la cinquantaine et qui protège le patrimoine pour sa famille et tout, pour ses enfants. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est plutôt une stratégie qui est très intéressante. D'ailleurs, on voit que sur les secteurs, c'est aussi plutôt bien diversifié. C'est vrai que ça, j'ai pas trop checké, mais on a pas mal de technologies quand même, de finances. Bon, en vrai, c'est pas si diversifié que ça. Et puis, au niveau mondial aussi, après, c'était tellement des grosses boîtes qu'elles sont partout dans le monde, mais bon. Mais du coup, moi, est-ce que ça m'inspire? Est-ce que je me dirais, je pourrais me dire, parce qu'en fait, c'est simple, mais toi, si tu as envie, tu peux copier son portefeuille. Hein. Tu prends les mêmes actions, tu fais les mêmes pourcentages et tu peux copier et avoir le même rendement que lui. Mais moi, pourquoi je le fais pas par exemple? Parce que je me dis, moi, c'est pas ma stratégie par rapport à ma situation. J'ai 23 ans, j'ai pas de problème d'argent, je suis pas en mode. Enfin, si je perds une partie de mon patrimoine, c'est pas très grave, hein, je m'en fous un petit peu. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, j'ai pas de grosses responsabilités, je suis pas endetté. Donc je m'en fous d'être ultra sécure en fait. Je préfère viser une plus grosse renta pour devenir riche un peu moins lentement et risquer un peu plus mon argent s'il faut
pour aller plus loin, puisque moi je suis là vraiment à long terme, hein. Je suis pas en mode vas-y dans 5 ans je prends ma retraite, je récupère mon argent. S'il faut, je peux laisser ça à 20 ans, il n'y a aucun problème, même plus, en théorie. Donc je suis plus dans une stratégie agressive, et d'ailleurs, peut-être je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais actuellement je vends une partie de mes ETF, ça va se faire sur plusieurs mois car c'est des grosses positions, mais pour aller encore plus vers ma stratégie small caps value qui est un peu plus risquée certes, mais qui potentiellement peut me faire exploser. Et du coup, bah, forcément pour quelqu'un qui est jeune, sans enfants, sans responsabilité financière comme ça, qui est assez bien financièrement, il peut se permettre d'aller sur ça, et si ça marche, c'est quand même un peu le jackpot. Donc bref, on en reparlera, mais c'était intéressant de voir ça, de voir différentes stratégies. Et il faut aussi comprendre pour terminer qu'il n'y a pas la meilleure stratégie globale pour tout le monde. Il y a la meilleure stratégie en fonction des situations de chacun. Bon, c'est un peu une phrase bateau, mais c'est quand même bien vrai. Donc je t'en reparlerai plus tard, hein, encore de ces sortes de stratégies, de mes changements que je fais actuellement et tout. Si tu veux plus de mon contenu avant de te laisser pour aujourd'hui, bien sûr, inscris-toi à la liste email, hein, c'est le premier lien en description comme d'habitude. Tu mets ton prénom, ton adresse email et tu auras plus de mon contenu pour te booster encore toutes les semaines, tous les dimanches par email avec de la valeur qui sera ajoutée à chaque fois. Donc c'est gratuit, alors si tu veux pas rater ces emails, car évidemment tu ne peux pas les récupérer une fois qu'ils ont été envoyés, c'est fini, et bien inscris-toi maintenant, ça te prendra 30 secondes. Et moi donc je te dis à demain.